Hello and welcome to GLF Nairobi 2023, a new vision for Earth. My name is Cynthia, a young climate change activist from Kenya. I'll be your host for today and I'm delighted to have you joining us. In this two-day global conference organized by the Global Landscape Forum, we'll be exploring some of the most innovative ways that ordinary people like us can help tackle the climate and biodiversity crisis and build a more prosperous and equitable future for everyone. Today is the first day of GLF Nairobi, which will focus on Africa. We know that the climate crisis is already affecting every corner of the world, and not only is Africa warming faster than the rest of the planet, but is also facing the consequences. In the Horn of Africa, nearly 50 million people are going hungry due to severe drought. And just this past month, we've seen the devastation caused by the floods in Libya. But Africa can find hope in sovereign solutions led by its people, from restoring landscapes to creating green jobs and building greener food systems. And that's what we are here to talk about today. Throughout the day, you'll get to join numerous panel discussions, plenaries, inspirational talks, film screenings, and much more. All sessions will be simultaneously translated into English, French, and Spanish. To watch the session in your preferred language, there will be an icon at the bottom of the screen that looks like a globe. Click this icon to select your language. In this hybrid conference, hundreds of participants are joining us in person here in Nairobi, Kenya, and thousands more are tuning in online from all over the world. Don't forget to also share our views on social media by using the hashtags GLF Nairobi and hashtag Link Landscapes across all platforms. Now let's kick off the conference with our first two expert sessions running in parallel. C4ICRAF will be hosting a session about how regional observatories can sustainably manage Africa's ecosystems. While another session led by GIZ will look at why land rights are so important for women working to restore landscapes. Let's dive right in. Welcome to our session on scaling up the sovereign solutions for the Great Green Wall. So the session is going to be in French. Simultaneous translation is available. Please use it if needed. Pour le monde en général et pour nous les Sahéliens en particulier, le changement climatique, la désertification, la dégradation des terres, des ressources naturelles font partie des défis majeurs de notre temps. Ces phénomènes contribuent à détériorer les leviers de la croissance économique, la sécurité, l'application désastreuse pour les efforts de développement et les moyens d'existence des populations. Cependant, des initiatives porteuses d'espoir existent, comme la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel, une initiative panafricaine visant à combattre le changement climatique, la désertification, l'insécurité alimentaire et la pauvreté du Sénégal jusqu'à Djibouti. Ainsi, des solutions endogènes et souveraines existent et sont mises en œuvre par des braves femmes, hommes, jeunes, issus des organisations communautaires, de la société civile, des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Notre session de ce matin sur la mise à l'échelle de ces solutions souveraines pour la réalisation de la Grande Muraille Verte veut porter la voix de ces champions et championnes de la restauration des terres au Sahel. Elle vise aussi à rendre plus visibles les solutions locales de restauration afin d'informer et de promouvoir la mobilisation des ressources internes et externes. Elle vise aussi à faciliter la mise à l'échelle de ces solutions de manière collaborative et en soutien à la réalisation de la Grande Muraille Verte.
Bienvenue une fois de plus. Je m'appelle Mawa Karambiri. Je travaille pour le CIFOR ICRAF basé au Burkina Faso. Je vais co-modérer cette session avec Madame Birgit Lamizana du Mécanisme mondial des Nations Unies contre la désertification UNCCD. Notre session va durer 45 minutes et comprendra 3 parties majeures. Premièrement, nous aurons le partage d'expériences des solutions souveraines venant du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal, avec Madame Nathalie, Madame Anadia et Monsieur Pierre Dambélé. Ensuite, nous aurons un panel d'experts souveraines et enfin, nous aurons des panafricains de la grande. S'il vous plaît, nous allons vous demander de vous présenter dans le chat et de poser des questions, vos commentaires et nous y répondrons. À présent, je voudrais inviter Monsieur Pierre Dambélé, qui est le secrétaire exécutif de l'ONG Sahel Eco au Mali. Pierre, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Bonjour Mawa, merci d'être parmi vous. Bonjour à tous les participants. Donc, je m'appelle Pierre Dambélé, je suis le secrétaire exécutif de l'ONG Sahel Eco, qui est une ONG nationale active dans la gestion des ressources naturelles au Mali. Et donc, nous allons vous parler un peu de notre expérience dans la promotion de cette pratique qui est la régénération naturelle assistée, qui est une pratique séculaire dans les pays du Sahel, au Mali, au Niger, un peu partout, et qui consiste à épargner et entretenir dans une parcelle de champs les régénérations spontanées d'arbres pour les assister à devenir de grands arbres dans le champ. Et cette pratique de la régénération naturelle assistée est très bien adaptée à nos pays du Sahel qui sont aux prises avec les défis de l'aridité. Nous avons essayé plusieurs fois le reboisement pour améliorer la végétation, mais avec l'aridité des sols au niveau du Sahel, la divagation des animaux et la réussite du reboisement est un grand défi. C'est, comme je le disais, une pratique séculaire et donc pas besoin d'arrosage. Cette pratique a été promue par diverses organisations, dont la nôtre Sahel Eco. Et nous avons eu des résultats très satisfaisants à travers nos différentes approches d'appui à la vulgarisation, qui est basée essentiellement sur le renforcement des capacités de nos paysans leaders au niveau des villages, qui par la suite répliquent ces formations auprès de leurs pairs producteurs dans les différents villages. Nous organisons également des visites d'échanges interpaysans qui permettent à ces paysans directement d'échanger entre eux par rapport à la pratique et aux défis auxquels les paysans font face. Donc ça, c'est des visites d'échange. Mais au-delà de cela, il y a ce que nous appelons des concours d'émulation qui permet chaque année de pouvoir encourager les communautés à vraiment s'engager dans la pratique à grande échelle de la régénération naturelle assistée. Et donc, à travers ce concours annuel que nous organisons, il se crée une émulation saine entre les communautés. Chaque communauté voudra être la communauté qui a le plus grand nombre d'hectares d'adoption
de cette pratique. Donc, et à travers ces différentes approches, nous arrivons à mettre à l'échelle cette pratique de la régénération naturelle assistée dans les différentes zones où nous intervenons. Et nous venons juste de terminer une initiative assez intéressante de 5 ans avec ICRAF, Regrowing in Africa, et où à travers cette pratique de la régénération naturelle assistée, nous avons pu mettre sous restauration près de 30 000 hectares de terres dégradées. Et donc, avec la pratique de la régénération naturelle assistée, également, nous contribuons à améliorer la fertilité des sols à travers la décomposition des feuilles d'arbres issus de l'entretien de la pratique. Donc, cela est extrêmement important dans les pays du Sahel où nous assistons également à une forte détérioration de la fertilité des sols au Sahel. En plus de cela, il y a tous les autres bénéfices liés à l'exploitation des produits forestiers non lignés. Je suis sûr ma collègue et Nathalie va en parler beaucoup. Mais cela ne va pas sans défi dans la pratique de la Pierre, tu as régénération. encore 1 minute. OK, je vais terminer bientôt. Je dirais, dans la pratique de la régénération naturelle assistée, il y a des défis, et notamment la divagation des animaux est un grand défi où des communautés pasteurs qui peuvent souvent couper ces arbres à l'insu des paysans qui pratiquent cette. Pourquoi nous assistons les communautés à mettre en place aussi ce que nous appelons les conventions locales qui permet à la communauté au niveau local de mettre en place un certain nombre de règles et qui peut permettre de réduire aussi ces défis et ces conflits qui peuvent être générés. Donc, je m'arrête là pour ne pas dépasser le temps. Voilà, merci beaucoup. Et donc, je reste à l'écoute. Merci beaucoup, Pierre, pour ces éléments, la RNA adaptée au contexte, les approches d'apprentissage et d'échange entre producteurs, qui sont entre autres des éléments et des ingrédients de succès de la RNA. À présent, nous allons nous tourner vers Madame Nathalie, qui travaille pour l'ONG Tree Aid au Burkina Faso. Elle va nous parler un peu de la promotion des produits forestiers non lignés et des entreprises forestières villageoises en tant que moyen d'incitation à la restauration des terres. Nathalie, vous avez 5 minutes. OK, comme déjà annoncé, on va dire que les questions environnementales et les questions de dégradation ont des dimensions sociales. Donc, vous allez voir qu'en termes d'action, d'amélioration, de dégradation ou d'impact, c'est différent carrément que ce soit homme ou femme. Donc, c'est pourquoi il est très important de stabilité. Et quand on voit un peu les rôles dévolus aux femmes et dans la société, on verra qu'elle est plus impactée et c'est elle qui utilise plus ces différents produits-là pour la sécurité alimentaire. Du coup, les normes sociales qui pèsent sur elles ne facilitent pas aussi l'accès, que ce soit aux moyens de production, que ce soit au renforcement de capacités, que ce soit même à la terre. Donc, pourtant, elle représente un vivier de talent. C'est vraiment une expertise que les femmes ont pour exploiter dans la mise en œuvre de toutes les actions qui concernent et tout ce qui concerne les questions environnementales et de restauration des terres. Donc, c'est pourquoi nous mettons l'accent sur le leadership des femmes, nous mettons l'accent sur la possibilité, l'empowerment des femmes au niveau communautaire. C'est pourquoi nous mettons en place les sociétés coopératives, les entreprises forestières villageoises. À travers l'approche de la masculinité positive, nous arrivons à sensibiliser les communautés, les personnes ressources, pour qu'ils puissent accepter que les femmes puissent participer concernant toutes les actions. Donc, vous voyez ici la première image qui témoigne, c'est un jardin nutritif avec des pieds de baobab. Donc, facilement, on arrive à accéder à la terre aux moyens de connaissance, aux moyens de production. Donc, ici, elles sont en train d'enlever les pieds de baobab. Donc,
Premièrement, ça leur permet d'arriver à la sécurité alimentaire et nutritionnelle parce qu'il y a le moringa et le baobab au niveau des jardins nutritifs. Donc, c'est source de sécurité alimentaire. Et deuxièmement, et ça leur permet, c'est source de revenus parce que les pieds, après 2 ans, c'est le projet même qui paye ces pieds-là pour pouvoir aller faire une transplantation au niveau des forêts. Donc, du coup, c'est source de revenus pour elles. Et troisièmement, ça permet de ne pas détruire les forêts et pouvoir en même temps faire les transplantations pour une restauration du couvert végétal. Donc, voilà comment il est très important de pouvoir les organiser pour qu'elles puissent avoir accès aux connaissances et pouvoir mettre en pratique. Et l'autre aspect qui est très important, c'est qu'il faut vraiment encourager à aller au-delà de cette participation de subsistance, de cette participation pour pouvoir répondre juste aux questions de sécurité alimentaire et vraiment les encourager à aller de l'avant. Vous voyez, l'autre image montre tout ce qui est de produits issus des arbres que les femmes utilisent au niveau des ménages. Et il y a l'autre là qui montre comment est-ce que nous pouvons les assister pour qu'elles puissent quitter de ça d'ici pour pouvoir arriver à de l'entrepreneuriat qui va leur profiter, avoir plus de sources de revenus. Et pour y arriver, il faudrait qu'on travaille à ce qu'elles puissent participer au processus de décision parce que c'est très important. Il faut qu'elles puissent participer au processus de décision pour dire leurs mots, pour qu'elles puissent avoir aussi accès aux moyens de production, notamment l'accès financier, voilà, et le marketing, pour qu'elles puissent avoir un appui assez conséquent. Ça leur permet de pouvoir valoriser, transformer ces différents produits-là et puis avoir plus de revenus. Donc, je dirais qu'il faut vraiment identifier les barrières, les obstacles. Il faut comprendre et traiter les rôles et les responsabilités des hommes et des femmes au niveau communautaire et essayer de briser cette barrière-là pour pouvoir leur permettre de participer pleinement, de donner leur opinion et surtout utiliser leur expertise technique parce qu'en la matière, on dit que pour chaque plat, les femmes peuvent nous dire. Donc, ça peut nous permettre d'utiliser et nous allons voir que dans toutes les actions, en termes de reboisement, en termes de plantation, nous allons voir plus de taux. Nous allons minimiser les actions de dégradation parce qu'elle sera des homologues, elle va sensibiliser auprès de leurs homologues et elles seront même les gardiennes des forêts et des ressources naturelles, comme disait une de nos bénéficiaires qu'elles sont devenues les amis des agents forestiers. Merci beaucoup. J'espère que je suis dans le temps. Et on pourra continuer dans le temps. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. C'est très, très important tout ce que vous avez partagé avec nous. La question du renforcement des capacités, la question d'accès à l'expertise et aussi la question du renforcement des capacités des femmes afin qu'elles puissent continuer à être les amis des agents forestiers. Anna, à présent, je vais inviter Madame Anna Ndiaye du Sénégal qui va nous parler un peu de leur expérience en matière d'organisation et de gestion du pastoralisme et des aires de fourrage au Sénégal. Anna, vous avez 5 minutes. Oui, merci Mawa. En fait, le parcours de bétail est une des solutions locales au profit de la restauration des terres. Quel problème vient régler donc le parcours de bétail? J'aimerais le partager. En fait, il y a une occupation illégale et anarchique des espaces qui sont réservés au parcours et lieux d'abreuvement du bétail. Une certaine divagation animale, surtout pendant l'hivernage, et la transhumance pendant la période post-récolte. Et un empiètement des parcelles et des parcours, d'où la récurrence des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Des agriculteurs qui font des efforts de restaurer leurs parcelles à travers la RNA et des éleveurs qui sont à la recherche de fourrage pour nourrir leur bétail. Deux entités du système agroforestier à concilier, à mettre ensemble, d'où la pertinence et l'idée des parcours de bétail. Alors, comment cela s'est fait dans le cadre de Regreening Africa au Sénégal? Nous avons démarré par une concertation préalable avec les autorités administratives et territoriales pour nous aligner à la réglementation sur les parcours. Car au Sénégal, il faudra le rappeler, qu'il existe un décret portant sur l'organisation des parcours de bétail et fixant aussi les conditions d'utilisation de ces pâturages.
Et ensuite, il y a eu des assemblées villageoises avec les personnes ressources afin d'identifier les anciens parcours non dynamiques qui sont à valoriser, mais aussi pour identifier les nouveaux sites à élargir comme parcours. Ensuite, on a procédé à une délimitation physique avec des poteaux peints selon la réglementation en vigueur et des visites de terrain et géolocalisation maintenant de ces sites délimités. Qu'est-ce qui a fait que tout cela a marché? Nous avons largement communiqué à travers les radios communautaires en utilisant les langues locales, des caravanes de sensibilisation aussi, mais aussi une certaine responsabilisation des personnes ressources de chaque site pour justement la réfection des poteaux qui sont endommagés, soit par le passage ou bien le frottement du bétail, ou bien simplement par des personnes qui sont mal intentionnées. Ce qui veut dire que cela va assurer la durabilité de l'action, une certaine appropriation donc de cette délimitation-là. Et quels sont les effets qui sont observés après la phase de la délimitation? On a noté une bonne cohabitation entre agriculteurs et éleveurs, une meilleure gestion même de la transhumance avec l'installation de comités d'accueil et d'orientation des transhumants, un meilleur accès aux points d'eau s'enrichit maintenant, parce qu'il faudra le rappeler, au niveau des mares, il y avait aussi des conflits parce que le troupeau vient en masse pour un seul point d'eau. Maintenant, avec la délimitation, c'est fait de manière tellement bien au point que les gens savent qui va passer en premier, qui va passer en deuxième, et il y a moins d'empiètement dans les parcelles avoisinantes. Donc, on a noté cette stabilité et cette paix avec moins de conflits à régler par les autorités. Et enfin, on a noté plus de détermination, une meilleure implication des communautés aux pratiques de reverdissement. Voilà ce que je voudrais partager à propos des parcours de bétail au Sénégal. Merci. Merci beaucoup, Anna. Vraiment très, très intéressant. Une expérience qui montre qu'avec de la bonne communication, une bonne planification, les parcours de bétail peuvent servir non seulement à la restauration des terres, mais aussi au maintien de la paix sociale. À présent, nous allons passer à la deuxième étape de notre session, à savoir, le panel d'experts qui va nous dire comment est-ce que ces solutions peuvent être mises à l'échelle et ce qui est nécessaire pour cela. Et là, je vais passer la parole à Madame Birgui Lamizana, qui va être la modératrice pour le reste de la session. Madame Birgui, merci. Merci beaucoup, Anna, et merci à tous les intervenants. Nous avons vraiment écouté les expériences du Mali, du Burkina et du Sénégal, nous parlant de l'importance de la régénération naturelle assistée, de la transformation des produits non forestiers, ligneux, et également le rôle du leadership et du renforcement des capacités des femmes pour améliorer leur bien-être. Et enfin, l'organisation de l'espace pour pouvoir éviter les conflits avec le parcours des bétails. Nous allons examiner maintenant avec des experts, des panélistes que nous avons, Dr Pierre Binang, qui est directeur de l'Afrique pour CIFOR-ICRAF, Monsieur Ibrahim Touré, qui est également représentant pays du CIFOR-ICRAF au Mali, et Mawa Karambiri, qui est également CIFOR-ICRAF, celle qui m'a passé la parole. Donc, nous allons avoir 4 minutes pour chacun pour qu'ils nous disent comment ces solutions endogènes souveraines peuvent nous aider à améliorer la Grande Muraille Verte au niveau de l'Afrique. Vous avez la parole, Monsieur Peter. Vous avez 4 minutes. On commence par vous. Oui, merci beaucoup, Birgui. Merci tout le monde pour cette opportunité. Moi, je pense que je voudrais aborder un peu le rôle des investissements dans la mise à l'échelle de ces pratiques innovatoires. Et je pense qu'il y a un rapport qui est sorti en 2022 de Climate Policy Initiative qui a indiqué qu'on a besoin quand même de 3 000 milliards d'investissements dans les 10 ans à venir dans la gestion durable de la terre en Afrique, y
compris le changement climatique. Mais aujourd'hui, nous sommes à 30 milliards l'année. Donc, il y a un écart d'au moins 270 000 milliards chaque année. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur les 30 milliards qu'on a, même si la gestion de la terre représente 75 ou 80% de nos moyens et nos pratiques et de l'impact, nous sommes seulement à 16% des investissements dans ce domaine-là. Donc, sur les 30 milliards qui arrivent en Afrique, pour les investissements dans sa globalité, on est à 16% d'investissement sur la terre. Ce qui est intéressant parce que normalement, ça devrait être à 80% des investissements qui arrivent. Donc, il y a une carence d'investissement important. Mais je pense qu'on a besoin quand même de multiplier les investissements fois 12 ou fois 13 pour pouvoir remplir les demandes en termes de résilience ou de gestion durable en Afrique. Mais pour cela, je pense que ce qui est important, il y a 4 voies pour améliorer cela. La première, c'est d'accroître les investissements domestiques au niveau national public, qui est aujourd'hui à seulement 3,5,7 sur les 30 milliards. Si on n'arrive pas à augmenter les investissements au niveau domestique, ça ne pourra pas nous servir, on ne va pas réussir les objectifs que nous avons à atteindre. Mais ce qui est important dans ces investissements, seulement l'envergure de cet investissement, c'est le déploiement de ces investissements dans ce qu'on appelle le de-risking, pour dérisquer les investissements pour attirer le secteur privé. Ça, c'est capital parce que si on n'utilise pas le financement public comme levier, en effet levier pour dérisquer les investissements privés, on n'arrivera pas à attirer les investissements privés, qui est aujourd'hui à 14% seulement de tous les investissements qui arrivent en Afrique, qui est nettement moins. En Asie, on est à 37%. En Amérique latine, on est à 49% des investissements privés. Donc, c'est capital de redéployer les ressources publiques pour dérisquer et pour aussi capaciter les innovations et les innovateurs au niveau local. Mais je pense que la deuxième partie dans la Grande Muraille Verte qui est intéressante pour nous, c'est les investissements privés qui viennent par les voies des produits forestiers ou des produits, des commodités issues de l'arbre. Par exemple, le karité, l'anacarde, la gomme arabique, le baobab, le moringa. Je pense qu'il y a une étude qui est sortie il y a 1 an qui a démontré que ces produits représentent une potentialité importante dans la zone du Sahel. Donc, il nous faut réinvestir cela et recapitaliser ces sous-secteurs pour pouvoir s'en sortir. Et la dernière opportunité pour moi, c'est d'accroître et attirer les investissements dans les services écosystémiques, y compris le carbone, le marché du carbone, qui est aujourd'hui à 2 milliards de dollars dans sa globalité par an. Il y a les marchés de services écosystémiques, de biodiversité, et puis des paiements pour services écosystémiques en alimentation, en eau, qui sont de façon générale beaucoup plus localisés dans nos systèmes. Je pense qu'avec ces 3 grands axes, nous pouvons accroître nettement les investissements et avancer dans la gestion durable des terres, dans la restauration, mais aussi dans le changement climatique en Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Peter. Je pense que ça, c'est vraiment important de voir que l'investissement, on n'est qu'à 16%.
et que nous avons quand même des voies et des moyens pour augmenter l'investissement domestique, faire le de-risking parce qu'effectivement, les privés, s'ils voient qu'il y a des risques, ils ne viendront pas. Et d'avoir de plus en plus la part du secteur privé, le rôle qu'ils peuvent jouer, parce que sans eux, nous ne pouvons pas avancer. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à M. Touré, qui va nous parler également du rôle de suivi-évaluation et de la capacitation, parce que sans ça, je ne pense pas que nous irons loin. Monsieur Touré, vous avez la parole et vous avez 4 minutes. Merci. Merci bien, Madame Birgui, et merci à mon prédécesseur. Effectivement, je vais m'attarder un peu sur les aspects de développement de capacité et suivi-évaluation, parce qu'on a l'avantage, à travers un certain nombre d'expériences, d'avoir compris les approches qui marchent. Je commencerai par la promotion de l'approche option par contexte. En fait, il s'agit de prendre en compte certaines réalités agroécologiques et socio-économiques des producteurs pour ensuite proposer des options de restauration qui répondent le mieux à leurs besoins et qui sont adaptées à leur contexte. En fait, cela peut nécessiter une approche multidisciplinaire, mais l'approche option par contexte a l'avantage de favoriser une meilleure adoption des options de restauration identifiées. Et elle se différencie des approches traditionnelles qui consistent à offrir une solution un peu taille unique, sans tenir compte du contexte agroécologique ou socio-économique des différents sites à restaurer ou des besoins même des communautés. Donc, on a eu l'expérience à travers le projet Regreening Africa. On a compris, par exemple, qu'en termes de RNA, c'est une pratique qui est adoptée beaucoup plus au Niger, au Mali, que, par exemple, au Rwanda, où ils ont favorisé la plantation d'arbres. Ensuite, le second point, il faut multiplier les opportunités d'apprentissage mutuel. On a vu, ça avait été mentionné par Pierre, avec les paysans leaders. Donc, c'est l'une des meilleures méthodes pour permettre de mettre à échelle des solutions adaptées, du moins des solutions adoptées par les paysans. Elle permet aux producteurs d'apprendre les uns des autres, d'améliorer leur mise en pratique de certaines technologies à travers des exemples d'autres producteurs, d'autres localités et souvent même d'autres pays. Donc, on a vu que ces visites d'échange se révèle être l'une des meilleures écoles pour les producteurs. Cela aussi a été une approche qui a été mise en œuvre et constatée à travers le projet Regreening Africa, qui a su mettre à échelle la pratique de la RNA, notamment au Niger et au Mali. Le troisième point, en termes de renforcement de capacité, il y a un besoin de développement de capacité pour l'utilisation de certaines technologies. On a vu, par exemple, l'utilisation de la science citoyenne couplée avec la télédétection, qui permet aux communautés de s'impliquer et de se sentir réellement partie prenante de façon participative et inclusive. Donc, il faut développer une meilleure interaction et synergie entre les différents outils et systèmes de gestion de données. Je pense qu'on a produit suffisamment de données. Il y a des bases de données qui existent depuis des années, qui ont des informations très importantes. Il faut savoir les exploiter, les analyser pour permettre de mieux éclairer les décisions futures. L'autre aspect sur lequel j'aimerais un peu m'attarder aussi, c'est l'aspect suivi-évaluation. Pour cela, il faut un cadre uniforme de suivi-évaluation qui permette de mesurer la performance des approches, leur impact, les succès et les échecs, n'est-ce pas? Un cadre qui puisse nous informer sur le pourquoi des choses afin que on puisse faire des ajustements au moment opportun et pouvoir faire une mise à échelle diligente et cohérente. Ce mécanisme de suivi doit demeurer au-delà des projets, en fait, à travers une approche qui relie les activités de restauration des terres mises en œuvre par les producteurs eux-mêmes à de grandes initiatives comme celle de la Grande Muraille Verte, en fournissant des preuves pour informer positivement ces efforts, tout en évaluant simultanément leur efficacité sur le terrain. C'est une approche aussi qu'on a expérimentée avec l'utilisation de l'application Regreening Africa, qui a permis aux paysans, aux producteurs eux-mêmes de pouvoir prendre part à la collecte de données et de savoir quelle est la superficie qu'ils sont en train de gérer. Donc, ils se sont réellement sentis impliqués dans le processus et ça a favorisé l'adoption de certaines pratiques. En termes de suivi, le suivi doit être sur la durée et de façon régulière aussi, parce que la restauration, on le sait, c'est un processus à long terme. Donc, cela nécessite d'adopter une gestion évolutive ou une gestion adaptée
pour prendre en compte les différents changements qui s'opèrent le long de la durée des projets de restauration. Et il faut fortement impliquer les communautés. On ne le dirait pas suffisamment parce que les connaissances endogènes, on doit prendre cela en compte et aussi comprendre les changements qui s'opèrent sur le terrain. La communication est un élément important dans la suivi évaluation. Il vous reste 10 secondes. Hein? 10 secondes, ok, j'irai vite. Donc, les résultats de suivi et évaluation aussi doivent être restitués aux communautés, cela est important. Et un dernier point, les outils qui existent, les multiples outils de suivi et évaluation, il faut qu'on puisse trouver une approche uniforme qui permette à ces outils-là de communiquer entre eux pour réellement servir les intérêts de tous les acteurs. Donc, je m'en arrête là sur les points que j'aurais aimé mentionner en termes de renforcement de capacité et de suivi et évaluation. Merci bien. Merci beaucoup, M. Touré. Et désolé, le temps est tellement restreint, je sais, on a beaucoup à partager, mais bon, merci d'avoir été succinct et d'avoir abordé tous ces points sur la RNA, sur la visite d'échange, parce qu'on apprend mieux en voyant, et également sur l'importance du suivi-évaluation et de communiquer avec les outils appropriés. Merci beaucoup. Je passerai maintenant la parole à notre dernier panéliste, qui est Madame Mawa Karambiri. Vous avez la parole. Vous avez 4 minutes. Merci beaucoup, Birgui. Je dirais d'emblée que pour une mise à l'échelle effective de ces solutions souveraines de restauration des terres au Sahel, il faudrait que les politiques soutiennent, favorisent et sécurisent les efforts et les investissements des producteurs et des communautés à la base. Et comment est-ce que cela peut se faire? Nous allons suggérer ici 4 messages et actions clés. Premièrement, il faudrait l'alignement et l'harmonisation des politiques en matière de restauration des terres avec les ambitions et les targets que les gouvernements eux-mêmes ont promis au plan national et international. Il faudrait aussi l'alignement de ces politiques avec les réalités du terrain. Par exemple, les codes forestiers qui sont appliqués actuellement à la gestion des parcs agroforestiers ne sont pas adaptés à la situation, ces codes forestiers ayant été conçus d'abord pour la gestion des forêts. Il est donc nécessaire, par exemple, d'élaborer et puis de mettre en œuvre des politiques et des stratégies de développement d'agroforesterie à part entière. Deuxièmement, je parlerai de la nécessité d'une plus grande reconnaissance des droits des producteurs et des communautés sur les arbres qui plantent, qui restaurent, pour redonner vie à la nature. Par exemple, en clarifiant, en allégeant et même en prenant des décisions sur l'exemption de l'obligation de payer pour un permis de coupe, par exemple, pour les espèces d'arbres non protégées et surtout qui sont issues de la RNA, pourrait encourager et booster l'engagement des producteurs. Et la prise d'un décret sur la pratique de la RNA au Niger en est un exemple et c'est un pas vers la bonne direction et cela pourrait inspirer les autres pays du Sahel. Troisièmement, je dirais qu'il faudrait une meilleure protection et sécurisation des investissements des producteurs dans la restauration des terres sur le court et le long terme. Actuellement, les politiques en matière de foresterie et d'agroforesterie ont une certaine vision néolibérale. Par exemple, quand on parcourt les codes forestiers, et cela ne prend pas vraiment en compte suffisamment les logiques et les besoins des petits producteurs et des systèmes de production familiale qui sont plutôt orientés vers la production agro-silvopastorale et non pas uniquement la sylviculture ou les plantations monoculture. Quatrièmement, il faudrait la production plus systématique de preuves, d'évidence sur les lacunes des politiques existantes afin de sensibiliser et puis de convaincre les décideurs politiques à tous les niveaux, du niveau national jusqu'au niveau local, de la pertinence et de la nécessité de ces réformes. Nous avons aussi besoin de faire le point des impacts positifs et négatifs des politiques existantes afin de proposer de meilleures avenues afin que les politiques puissent vraiment soutenir la restauration des terres sur le long terme dans le Sahel. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Madame Karambiri, pour ces interventions et pour avoir donné des cas concrets où les politiques ont aidé, par exemple, le Niger et le travail qu'il y a à faire par rapport à tout ce qui est alignement et harmonisation de nos politiques et lois et des besoins de nos populations. Je vais maintenant inviter Dr Zougoulou et Dr Elvis, chacun à tour de rôle, à donner leur point de vue et également des remarques, mais également dans ces remarques-là, nous faire ressortir comment toutes ces solutions endogènes souveraines peuvent contribuer à la vision de la Grande Muraille verte. Je passe d'abord la parole à Dr Zougoulou, qui est le directeur scientifique et technique de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille verte, basée à Nouakchott. Vous avez 4 minutes, Dr Zougoulou. Voilà, merci beaucoup, Dr Birgui. Merci beaucoup à tous les participants. Vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai suivi les différentes panélistes qui ont apporté, je crois, un éclairage assez intéressant. Et surtout que c'est d'abord un diagnostic et ensuite une sorte de prospective sur la mise à l'échelle, comme l'a souhaité donc Birgui sur les interventions. Je pense que fondamentalement, la mise en œuvre de la Grande Muraille verte a besoin de cette expertise justement et cette même expérience, pourquoi pas, des différentes communautés. Parce qu'il y a également cet effet local qui doit être l'objet principal, au-delà donc des meilleures pratiques, n'est-ce pas, de gestion durable des terres qui ont été à différents niveaux développées dans nos différents pays, mais qui nécessitent effectivement, comme l'a dit Ibrahim Touré dans le cadre de son intervention, sur cette l'option doit être liée au contexte. Il ne faut pas qu'on pense que toutes les techniques qui sont développées de gestion durable des terres puissent être, disons, diffusables dans n'importe quelle zone. Il faudrait qu'il y ait cet effort de contextualisation, n'est-ce pas, de l'approche pour que la valeur ajoutée sur le terrain puisse se faire. La deuxième chose que je voudrais également dire, c'est que nous avons pensé à tout cela pour faire la mise à l'échelle. Parce que sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Regrading Africa a donné un certain nombre d'éléments qui sont très probants au Niger, au Sénégal. Ça a été prouvé. Le SILS a développé près de dizaines et de dizaines d'approches qui sont là. Mais la réalité, c'est que nos politiques publiques doivent être en cohérence. C'est pour ça qu'avec l'accélérateur de la Grande Muraille verte, nous agissons sur le côté coalition nationale. Ça, c'est pour permettre, quand on voit aujourd'hui ce qui est dit sur le pastoralisme, quand on voit ce qui a été dit sur la gestion des ressources en eau, il y a un problème qu'on doit solutionner. Et ce problème passe par le fait qu'il faut qu'il y ait un cadre général de cohérence en matière de gestion durable des terres. Le financement ne doit pas être un souci, dans la mesure où le privé, s'il trouve son compte dans un cadre harmonisé, dans un cadre globalisé, dans un cadre où il peut venir faire du fric, comme on dit, et qu'il peut apporter ses ressources, on peut avoir à régler cette question du gap du financement, y compris la communauté internationale. Si aujourd'hui on pense que la Grande Muraille verte sert à quelque chose, le financement arrivera toujours. Mais toujours est-il que notre approche actuelle, elle est très sectorielle. Nous avons bénéficié d'une politique, je dirais, depuis les années 60, où il y a un département de l'agriculture, un département de l'élevage, un département de l'énergie, un département de l'eau, etc., qui ne sont pas encore arrivés à travailler ensemble. Et la mise à l'échelle de la Grande Muraille verte passe par ce cadre général de cohérence et qu'il faut qu'il y ait nécessairement un cadre général de cohérence en termes de coalition nationale pour que tout ce qui a été déjà prouvé, démontré sur le terrain en termes de technique culturelle, en termes de technique de gestion durable des terres, puisse trouver un cadre de politique publique harmonisé. La dernière chose, c'est l'effet communication. Vous savez, comme on a vu aujourd'hui à travers les présentations des
8 des 6 panélistes, beaucoup de choses existent et qui sont de vraies solutions. Mais comment les intégrer dans un cadre harmonisé? Il y a beaucoup de cette sectorialisation qui pose problème. Et donc, la communication par rapport aux résultats est quelque chose d'important. Dernière chose, c'est la recherche. Je pense Beaucoup qu'il de vous produits reste, sont faits. si vous pouvez conclure, Dr. Zougoulou. D'accord. Donc, pour conclure, je dirais qu'il faudrait qu'on intègre la recherche, justement, qui est un peu un parent pauvre. Et nous avons récemment essayé de faire une plateforme pour intégrer la recherche dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Et je pense que ce serait vraiment des éléments. Le séminaire résidentiel qu'on organisera en 2024, en début d'année 2024, pourra permettre de prendre en compte justement cette dimension de mise à l'échelle. Excusez-moi, Madame Birgui Lamizana, d'avoir débordé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Zougoulou. Je pense que les éléments sont très importants de mentionner l'importance de l'approche holistique de la communication et également de la recherche et de booster un peu les coalitions nationales pour que tout le monde se parle, planifie et exécute ensemble. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant à Dr. Elvis, qui est de l'Union africaine, qui n'est plus à présenter. Elvis, 4 minutes. Merci. Oui, merci et merci à tout le monde. Depuis Washington, qui fait peut-être des heures maintenant, je ne sais pas quoi. Bon, je crois que toutes les présentations sont au point. C'est vraiment intéressant. J'aimerais avoir plus de temps, plus de cet élément strict. Mais je crois que pour la mise à l'échelle de tout ce qu'on vient de dire, ma premier point, ça je vais regarder la question du leadership communautaire. Il faut un leadership communautaire parce que bien que toutes ces approches sont effectives, mais vous constatez que dans tous les programmes, tous les projets, cette leadership communautaire manque cruellement dans notre approche de travail. Très souvent, nous venons comme les techniciens, les scientifiques, pour donner les instructions ou ceux qui sont dans les communautés, ce qui a démontré un certain niveau de limite. C'est pour cela qu'après le départ des projets et des programmes, il n'y a pas cette passation de savoir ni à des projets de programmes ou à ceux qui sont dans les communautés. Le deuxième aspect politique, c'est l'importance des politiques régionales et nationales. Il y a cet manquement cruel au niveau des politiques dans l'engagement de différents projets de programmes. Moi, je parle, vous voyez à un certain niveau que les politiques, ou nous disons, entre parenthèses, les politiciens, sont engagés seulement à un certain niveau. Il n'y a pas un engagement réel de politique ni au niveau national, ni au niveau continental. Donc, ça fait en telle sorte que après le programme, que ça ne suit pas au niveau politique, comme bien sûr que Mawa a bien présenté dit dans sa présentation. Il n'y a pas cette suivi au niveau de la politique, il n'y a pas cette capitalisation au niveau de politique de toutes ces approches communautaires et souveraines qui sont efficaces dans la restauration des sols. Un troisième aspect, c'est au niveau du financement. Le financement ne cible pas... rares sont les projets qui ciblent exactement ou qui donnent plus d'avantages sur les approches souveraines ou les approches indigènes ou les approches paysannes. Il y a toujours cette tendance à focaliser sur les approches scientifiques, disons classiques, mais alors que à travers tout ce qui est les 5 présentations ici, on a constaté que si
ont adopté et encouragé ce système, disons, souverain, on aura plus d'impact dans le projet et le programme. Et pour finalement, il y a la 30 question secondes, Elvis. Hein? 30 secondes. Oui. Il y a la question d'engager les institutions. Je crois que j'ai déjà dit au premier, mais il faut toujours insister sur le fait d'engager les institutions au niveau national et au niveau régional, dit continental. C'est pas tellement ancré dans le développement de nos projets et de programmes. Donc, ça fait qu'à la fin du compte, après le programme, après le projet, cette capitalisation au niveau au niveau des institutions régionales comme l'Union africaine, l'Agence panafricaine et tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Elvis. Merci pour ce rappel du rôle d'important du leadership et du financement et l'engagement de tout un chacun. Merci à tous pour cette session de partage d'expériences, de connaissances, des outils et de tout ce que nous pouvons faire. Nous pouvons dire que toutes ces expertises existent, mais nous avons également la chance d'avoir le nouveau programme financé par l'Union européenne, exécuté par le CIFOR-ICRAF et la FAO, sur les connaissances pour les actions, la mise en avance des actions pour la Grande Muraille Verte. Ce programme pourra également d'autres efforts qui viendront soutenir la Grande Muraille Verte, nous aider à booster, à avancer en avant sur la Grande Muraille Verte au niveau du Sahel et également de la Corne de l'Afrique. Cela avec 3 grandes composantes qui est un peu le renforcement et l'effectiveness de la durabilité de la gestion des terres, des sols et de l'intégration des pratiques de gestion des paysages. Également le renforcement sur la santé, le suivi et évaluation de la végétation des flores et des interventions ciblées. Et le renforcement des politiques et de l'institution pour également une durabilité tant de la gestion de notre environnement que de bien-être des communautés. Donc, ce programme sera lancé bientôt et ce programme plus d'autres interventions pourront nous aider à avancer dans cette gestion, à prendre les solutions souveraines que nous voyons qui sont mises en place au niveau de ces pays-là pour réellement l'avancer et faire en sorte que la Grande Muraille Verte aille de l'avant. Je vous remercie vraiment pour ce séminaire-là, qui est très matinal, je sais, mais merci pour vos contributions. Merci beaucoup. Thank you very much. Et Asante Sana. Merci. Au revoir. Welcome back. We hope you enjoyed the first 2 sessions of GLF Nairobi. In case you are just joining us, today is day 1 of the 2-day hybrid conference organized by the Global Landscape Forum. And we are looking at how sovereign solutions can help Africa overcome the climate and biodiversity crisis. We are currently joined by hundreds of people here in Nairobi, Kenya, and thousands more tuning in online from all over the world. All sessions are available in English, French, and Spanish. And you can select your preferred language by clicking on the globe icon at the bottom of your screen. Next up, please join us for our very own GLF session, the opening plenary, where we'll explore the transformative power of the African sovereign solutions. In this plenary, discover how people across the continent are transforming agriculture, restoring landscapes, and building resilience to the climate crisis and other challenges. After that, stay tuned for our online networking sessions where you'll get the chance to connect with fellow participants from all over the globe. Then stay tuned for parallel sessions from the Crop Trust on the crucial role of seed banks in conserving plant diversity, and from FOLA on how smallholder farmers can help build
green value chains. These 2 sessions will start approximately 2 hours from now. Be sure to check your personalized agenda to see all of today's sessions in your local time. And now, over to our speakers at the opening plenary.